Bonsoir à tous, moi c'est Alexis Soto, je suis cofondateur de l'atelier et je m'occupe de l'équipe produit où on accompagne nos clients à créer des produits innovants. Voilà, et du coup j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets autour de l'intelligence artificielle pour des clients. Guillaume Gérard, donc je suis responsable de l'activité Data Science IA et Analytics chez Capgemini France. Bonsoir à tous, moi c'est Jean-François Lépine, je suis directeur technique d'Alumforce. Donc Alumforce c'est un éditeur logiciel qui fait des réseaux, en gros des réseaux sociaux pour les étudiants et les alumni. Donc, il y a très probablement des chances que vous les utilisiez sans le savoir. L'IA chez nous c'est principalement pour traiter de la donnée. On n'est pas expert IA, on essaye des choses, on apprend des choses, en tout cas on l'utilise au quotidien et on espère qu'on pourra vous apporter quelques informations ce soir. Donc moi je suis François Saunier, je suis CEO de Blackwen. Blackwen, on fournit une solution de prévention de la fraude pour les institutions financières, que ce soit du financement du crédit ou du leasing pour l'industrie automobile. Et on fournit donc une solution de scoring à base d'IA. Du coup, je vais vous demander si vous pouviez présenter un peu plus, si vous voulez, des projets que vous suivez, dont vous aimeriez parler ou sur lesquels vous avez travaillé. Je ne sais pas si vous en avez que vous souhaiteriez présenter ce soir. Allez, je vais commencer avec le mien. Moi c'est un peu monothème, la prévention de la fraude sur le financement. Donc il y a tout le volet intelligence artificielle avec toutes les problématiques d'industrialisation qu'on adresse pour pouvoir accueillir des clients assez rapidement sur notre plateforme. Donc on a des gros enjeux sur ces sujets-là. Et des enjeux qu'on est en train sur lesquels on est en train de travailler, notamment de mutualisation de la connaissance de la fraude et comment en fait on peut bénéficier à nos clients de l'ensemble de la connaissance qu'on capture au travers des analyses qu'on fournit, avec différentes approches, du partage de risques, du federated learning, du transfer learning et toutes ces genres de choses. Et donc voilà, donc on a des sujets plutôt techniques et plutôt pointus. Ok, alors nous on appréhende l'IA de deux manières. La manière historique chez nous ça a été la classification. Ça fait plusieurs années qu'on essaye de classer nos données et de les ranger correctement. On a des gros volumes de données à notre échelle, de plusieurs clients, plusieurs centaines de clients. Donc on essaye de classer tout ça, de les ranger. On se sert de l'IA aussi pour du matching, d'offres d'emploi, de personnes, de profils, comme on a un réseau social. Depuis peu, on introduit dans le projet également de l'IA sur la partie génération de contenu pour aider nos utilisateurs. Donc là, on est vraiment sur la partie produit pur et utilisateur front-end, sur de la traduction, génération de contenu, suggestion, amélioration du texte. Et donc on avance dans cette direction de plus en plus depuis quelques mois. Alors côté Capgemini, on est une ESN, donc on travaille pour des clients, principalement des grands comptes, aussi bien dans le secteur public que privé. Donc on adresse toutes les problématiques autour de l'IA, donc NLP, computer vision, optimisation combinatoire, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Des exemples de projets, donc on travaille par exemple pour l'équipe de sport PSA, pour l'optimisation des paramètres en course, donc c'est les voitures que vous voyez sur les circuits, les voitures électriques en l'occurrence, et on optimise en temps réel les paramètres pour que la voiture soit la plus performante possible. Et un autre exemple, mettons pour le secteur public, on travaille pour la marine pour optimiser le plan de mutation des marins, donc les marins sont mutés un peu partout en Outre-mer, on essaye de mettre les meilleures personnes aux meilleurs endroits pour que les forces françaises soient le mieux déployées possible. Moi, je vais parler d'un petit projet qu'on a fait récemment pour un site qui vend des fleurs et où, en fait, quand on va vouloir offrir des fleurs, en fonction du destinataire et des fleurs qu'on aura choisies, ça va suggérer un petit message en utilisant justement toute la symbolique des fleurs et tout ça. Et donc, ce message, il est généré par intelligence artificielle. Voilà. D'accord, merci pour cette présentation du coup de vos différents projets. Comment définiriez-vous l'IA personnellement de votre côté? Comment vous définiriez ça globalement? Alors, je pense que ça va être le moment de parler de définition d'IA. Nous, au quotidien, on utilise surtout l'IA générative. Donc, c'est ça qu'on utilise comme outil. À titre personnel, ça fait à peu près 1 an et demi que j'utilise Copilot. Je pense que ça parle à certains dans la salle. Copilot, c'est des outils d'assistance, de génération de code. Donc ça, c'est le premier contact que j'ai au quotidien avec les IA. C'est quand même là-dessus. Après, les IA, c'est aussi un ensemble d'outils, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une petite définition. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur la présentation des différents types d'IA rapidement.
pas forcément sur l'exhaustivité des différents types ou de tout le scope d'intelligence artificielle, parce qu'au final c'est un domaine qui est relativement vieux, même si on est dans une industrie relativement jeune. Mais même avant ça, juste sur la sémantique et le mot, en fait, je trouve qu'il y a aujourd'hui beaucoup de fantasmes derrière le mot intelligence artificielle, parce qu'on a le mot intelligence dedans. Chez les Américains, c'est un petit peu différent. Le mot intelligence, il a deux significations. Une qui est similaire à celle qu'on a en France, mais une qui est plus proche du renseignement et de la connaissance. Et en fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, derrière notamment ChatGPT, peut-être qu'on en parlera à un moment ou à un autre, puisque tout le monde parle de ChatGPT, mais il y a quand même énormément de fantasmes dans l'esprit de beaucoup de gens. Alors qu'au final, les technologies qu'on utilise, elles reposent sur des fondements mathématiques, c'est avant tout des mathématiques, hein, et elles ont été bâties sur les 50 dernières années avec différents aspects. Je pense que dans les projets que tu évoquais, je pense qu'il y a plutôt de la programmation par contrainte, ou ce que j'appelle la programmation par contrainte, les noms ont peut-être un peu évolué, mais qui est loin des réseaux de neurones, qui n'est pas du génératif non plus, qui n'est pas ce qu'on fait chez nous, chez Blackwell, qui est de la classification dans un contexte très particulier sur des datasets déséquilibrés. Donc, voilà, donc il y a plusieurs cas d'usage et plusieurs types d'algorithmes qui se cachent derrière ce mot intelligence artificielle, qui vont correspondre vraiment à des cas très très précis. Et donc quand moi mes clients me demandent mais pourquoi vous ne faites pas du réseau neuronal ou du génératif pour faire de la prévention de la fraude, parce que c'est pas fait pour ça tout simplement, quoi. Donc il faut vraiment savoir ça, je pense que vous le voyez quotidiennement, et sur cette partie conseil, passer toute la vague un petit peu hype IA pour savoir être sur une bonne recommandation pour bien expliquer quel est le contexte d'usage, quelles sont les limites, les validations de ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, en fait, il y a ce fantasme d'IA forte qui est un peu l'IA généralisée qui saurait tout faire. Mais aujourd'hui, on en est très loin, quoi. C'est encore des IA qui sont très spécialisées et assez pointues pour faire des choses. Même ChatGPT dont tu parlais, en fait, c'est juste prédire des mots les uns à la suite des autres, mais ça reste quelque chose de très spécialisé. Donc, pour redire ce que tu disais là sur le fait qu'il y ait pas mal de fantasmes, alors l'IA de manière générale, il y a eu des gros fantasmes depuis 10-20 ans. On arrive dans une période où le marché est beaucoup plus rationnel, les gens commencent à comprendre un peu ce qu'on peut faire avec de l'IA traditionnelle, donc ils sont beaucoup plus raisonnés quand ils nous demandent des projets. Par contre, on a la nouvelle vague qui est l'IA générative, où en fait on retombe 20 ans en arrière, où les gens fantasment dessus et veulent faire tout et n'importe quoi. Ils pensent que c'est la super IA qui répond à tous les cas d'usage. Et donc finalement, c'est une sorte de retour en arrière. Mais je pense que c'est comme toutes les nouvelles technologies, hein, on a toujours beaucoup de fantasmes, et ça prend un peu de temps à s'installer, à devenir mature. Et donc on est dans cette phase-là en ce moment. Quelles sont les principales techniques et approches utilisées en IA? Je sais qu'il y a le deep learning, le machine learning. Quels différents types IA et comment on les utilise? Pourquoi utiliser l'une plutôt que l'autre? Je peux prendre la réponse. Alors, si je simplifie un petit peu, il y a plusieurs branches de l'IA. On va avoir l'IA supervisée, donc on prend de la donnée qui est labellisée, c'est-à-dire qu'on va prendre des exemples et on va dire voilà le comportement que j'attends, et on va entraîner un modèle à reproduire ça. Donc c'est tout ce qu'on va mettre dans machine learning, deep learning. Ensuite, on va avoir l'IA non supervisée, donc ça va plus être de la statistique qui peut être plus ou moins complexe pour, par exemple, détecter de la fraude. Donc le principe de la fraude, hein, c'est de détecter des choses qu'on ne connaît pas. Et donc l'idée, ça va être de manière non supervisée, trouver des signaux faibles qui discriminent des observations par rapport à d'autres. Et la dernière grande branche, ce serait peut-être le renforcement, donc l'apprentissage par renforcement. Et c'est ce que vous voyez, par exemple, ChatGPT l'utilise, hein, mais pour toutes les IA qui vont essayer de battre des jeux vidéo. L'idée, c'est de donner un contexte à l'IA, lui dire voilà les règles du jeu, voilà les récompenses, les pénalités, tu joues contre toi-même, t'explores, tu fais n'importe quoi dans un premier temps, et tu essayes de maximiser ton gain à long terme. Donc c'est l'apprentissage par renforcement. Voilà les grands domaines, les trois grands domaines. Est-ce que tu l'étends pas à tout ce qui est justement système expert, donc système sous contrainte, qui sont moins le mode aujourd'hui qu'il était énormément il y a quelques années? Ouais, c'est vrai. Alors, il y a une autre branche qui est beaucoup plus mathématique, hein, c'est ce que tu disais. Toutes les branches sont mathématiques, hein, c'est que des concepts mathématiques, mais des mathématiques qui sont beaucoup plus. Alors, je ne vais même pas dire froides, mais l'idée, c'est des maths pures et dures. Par exemple, tous les problèmes d'optimisation de process. On est vraiment sur de l'optimisation mathématique, donc on joue avec des chiffres, il n'y a plus d'apprentissage ni quoi que ce soit. Et comme tu dis, c'est la programmation sous contrainte, et donc ça marche extrêmement bien pour certains cas d'usage qui ne demandent pas forcément d'IA. Par exemple, le plan de mutation des marins, c'est
de l'optimisation froide. On a une matrice où on va mettre la compatibilité entre tous les marins, tous les postes. Et ensuite, on a une équation à résoudre sur comment on minimise une fonction de coût, pour ceux qui font des maths. Selon vous, quel sera le domaine qui sera le plus impacté par tout ce développement récent des IA et sur le long terme, qu'est-ce que vous pensez qui sera le plus impacté? Médecine, armée, etc. Je pense que tous les domaines sont impactés. Et après, c'est une histoire de cycle et de maturité. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur la médecine où l'IA reste un outil, un compagnon ou un assistant du travail, mais sur lesquels il y a encore d'énormes problèmes d'éthique qui sont adressés, de vérification des données. Enfin, voilà, on peut pas en fait, les utilisateurs n'utilisent pas l'IA qui est utilisée, je sais pas moi, pour faire de la suggestion, de la recommandation de films, comme on va utiliser une technologie d'IA pour faire de la reconnaissance de cellules tumérales sur des radiographies, quoi. C'est-à-dire que la recommandation de films, si l'IA se plante et que la personne qui utilise l'IA, donc la recommandation, passe un mauvais moment en regardant le mauvais film, c'est pas la fin du monde. Si on a une confiance aveugle vers un système, dans le système ou dans l'IA qui va faire cette reconnaissance tumérale, ça va poser beaucoup plus de problèmes. Donc il y a des cycles de maturité et puis des temps d'acceptation qui vont varier en fonction des industries. Donc sur des industries critiques, évidemment, on va prendre beaucoup plus de précautions, et sur des industries plus liées au divertissement, en fait, on a beaucoup moins de contraintes, techniques, éthiques, légales, morales, etc. pour utiliser ce type de technologie, quoi. Je vais rebondir également. Je pense que l'IA aussi, elle évolue de plusieurs manières, à la fois pour les industries et pour les personnes elles-mêmes. Donc là, on parle des industries, donc il y a des très forts impacts. Il y aura aussi beaucoup de changements, je pense, pour le quotidien. Moi, le premier, par exemple, ça m'arrive très régulièrement d'avoir des conversations avec ChatGPT. Ils m'aident bien quand je suis bloqué, il me sert de canard. Et je pense que le principal changement aujourd'hui sur l'IA, c'est la possibilité pour des petites boîtes d'utiliser des IA sur étagère. On a essayé, nous, de notre côté, d'investir. C'est quelque chose qui n'est pas facile, il faut recruter, trouver des bonnes équipes, trouver des bons projets, savoir les mener. C'est pas évident. Aujourd'hui, il commence à y avoir des produits sur étagère, et à mon avis, c'est une fois qu'elles seront bien établies, ces étagères, là, on va avoir une explosion de services rendus autour de l'IA. Ouais, tu parlais tout à l'heure de GitHub Copilot. On a aussi l'IA qui est intégrée de plus en plus dans des outils qu'on va utiliser tous les jours. Cette semaine, il y a eu la conférence de Microsoft, la Microsoft Build. Ils ont parlé d'IA tout le temps, d'intégrer de l'IA dans Word, d'intégrer de l'IA dans Outlook. Donc finalement, ça va commencer à impacter aussi, enfin, ou ça a déjà commencé même, à impacter le grand public sur des outils où ça va être un peu presque transparent et on va utiliser de l'IA sans forcément se rendre compte. Et c'est vrai que toute cette mode d'IA générative qui a été avec ChatGPT, avec DALL-E 2, avec Midjourney, c'est des choses qu'on commence à retrouver dans des outils grand public qui arrivent là. Et surtout, le changement, c'est que tout le monde s'y attend maintenant. C'est un peu has-been de ne pas avoir d'IA, ou en tout cas d'IA générative dans son produit. C'est quelque chose qui paraît presque normal, d'avoir des super autocomplétions sur ce qu'on écrit, et d'avoir des super modèles de classification, de ne pas trop renseigner notre donnée, de laisser l'outil se classer tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu le standard du marché. En tout cas, tout le monde s'y attend. Et est-ce que vous pensez qu'un jour, une IA, ça pourrait réellement remplacer quelqu'un? C'est la fameuse question, je sais pas, par exemple, un stagiaire. À part pour le café, je pense que... Je sais pas si ça remplace forcément quelqu'un, enfin si ça va, détruire des postes. Par contre, grâce aux outils qui ont la puissance de l'IA derrière, quelque chose où avant il y avait besoin de 5 personnes pour le faire, peut-être que maintenant il y en aura besoin plus que de 3. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là, ça va un peu comme l'informatique, ça a changé notre manière de travailler. L'IA et les outils qui utilisent l'IA, ça va aussi un peu changer notre manière de travailler, ça va redistribuer le travail. Oui, ça permet de faire plus de choses, hein. Moi, j'ai un exemple très concret. La semaine dernière, j'ai eu un projet à mener, un petit POC. J'ai voulu faire une extension Chrome. J'avais jamais fait ça. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a fait tout le truc, etc. C'est quelque chose où on n'aurait pas forcément pris une personne en particulier pour le faire. Ça a été fait en quelques minutes, c'était plié. À mon avis, aujourd'hui, ça ouvre plus des opportunités que des suppressions d'emplois. Ça permet aussi d'être plus confortable quand même au quotidien, surtout là, si on parle de copilote. Ça ne retire pas forcément des ressources, c'est juste qu'on va plus vite, nettement plus vite. C'est la vélocité qui est gagnée. Et des tâches un petit peu ingrates aussi qui
qui sont remplacés. Donc à mon avis, en tout cas sur nos secteurs au quotidien, c'est plus le côté ingrat qui est remplacé. On a vu quand même qu'il y avait des licenciements, qu'il y avait des éditeurs, des journaux qui commençaient à supprimer, à renvoyer du monde. Est-ce que ça va être un effet de masse? Je suis pas sûr. On va peut-être en revenir. Là, il y a quand même un gros buzz en ce moment sur les IA, quoi. Mais c'est une des revendications, c'est la grève des scénaristes en ce moment aux États-Unis et ça impacte plein de films et plein de séries. Et une de leurs revendications, c'est justement de dire mais on n'a pas envie, avec toutes les IA génératives qui arrivent, de juste être des gens qui modifient quelque chose qui a été généré avec une IA. Donc ça a déjà, en tout cas, c'est une peur qui est présente chez pas mal de gens et dans pas mal de métiers, je pense. Ouais, j'ai entendu récemment que justement, les outils type ChatGPT allaient remplacer les développeurs. Alors, j'avais entendu ça il y a quelques années, parce que je commence à être un peu vieux, avec les langages de 4e génération, les 2000, avec les différents outils de modélisation qui étaient censés supprimer le code. Le no-code, il y a eu cette période no-code aussi qui était censée supprimer les développeurs. Et je crois qu'on en a toujours plus besoin. Et en fait, j'ai plutôt l'impression que ça crée plus d'emplois qu'autre chose au final. Donc, ouais, il y a plein d'opportunités derrière. C'est pas destructeur de valeur. Après, une des questions qui peut être intéressante, c'est est-ce que l'IA va, dans ses usages, notamment sur ses suppressions de postes, pas remettre un challenge sur des challenges d'organisation d'entreprise qui créent des jobs purement administratifs qui ont une valeur très très faible, et plutôt que de rajouter une couche d'IA qui va automatiser des trucs qui n'ont pas vraiment de valeur, plutôt rechallenger le volet organisationnel de l'entreprise pour ne pas avoir implémenté une IA qui fait quelque chose qui est finalement très peu créateur de valeur, quoi. Et de manière générale, l'idée, c'est pas forcément... Ça marche plus. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. De manière générale, l'idée, c'est pas trop de remplacer les personnes, c'est plus d'adapter leur manière de travailler, c'est-à-dire qu'ils vont gagner en efficacité, ils vont être outillés pour mieux travailler. Et donc finalement, l'IA nous demande à nous adapter à son existence, parce que maintenant que ça existe, on doit faire avec. Et pour faire avec, il faut s'adapter à son utilisation et donc mieux faire ce qu'on faisait avant avec ces outils-là. Ce que j'allais vous demander, c'est qu'au final, vu que ça nous assiste, ce serait pas un moyen de justement mettre en valeur dans notre milieu, les bons développeurs, des développeurs qui sont peut-être un peu moins bons, qui puis au final feront presque la même chose. Ce sera plus difficile de se démarquer pour ces personnes-là. Dans le monde du développement, au final, la partie programmer, coder, c'est un des aspects de cette activité-là, mais ça n'empêche pas n'importe quel développeur, dépend du jugement qu'on peut avoir sur le bon, pas bon, c'est toujours délicat d'évaluer ça. Il y a quand même un besoin de conception réelle, de vision un petit peu lointaine de ce qu'on cherche à accomplir, de design de système et de conception au final de systèmes logiciels. C'est pas juste produire du code, donc en fait il y a cette intention. Après on peut définir cette intention et la décrire peut-être à des IA génératives qui vont accélérer la production logicielle, mais ça peut pas se substituer en soi, quoi. J'aurais tendance à dire que le changement aussi sera, comme aujourd'hui, les gens qui sont efficaces, c'est ceux qui savent chercher sur Google, on le dit souvent. Je pense que les gens qui plus tard auront de la valeur seront ceux qui savent utiliser les IA, communiquer avec eux, classer les informations, trier aussi le vrai et le faux de ce qu'il y a dedans. C'est plus là-dessus aujourd'hui qu'on voit de l'efficacité. En tout cas, dans mes équipes, c'est ce que j'ai pu observer. Les gens qui ont un bon d'efficacité, c'est ceux qui ont pris le temps d'appréhender les outils, de se former dessus et de pas juste dire non, c'est pourri ou alors c'est génial. On est très vite dans une sensation soit de rejet, soit d'appropriation de l'outil. Et je pense que le principal levier aujourd'hui, ça va être ça, d'apprendre à utiliser les outils. Et, au niveau de la formation, par exemple, je sais que personnellement, quand je me suis lancé dans le développement web l'année dernière, je ne connais pas énormément. Au final, je me dis, avec Copilot, est-ce que j'ai vraiment évolué sur les bases du développement web? Je ne sais pas ce que vous en pensez. On se forme quand même moins directement au départ si on utilise par exemple ChatGPT ou Copilot. Non, tu te formes différemment, mais justement, ChatGPT, ça peut être un bon prof. Il est très patient, donc il va répondre à toutes tes questions. Et si tu sais pas coder, tu sauras pas utiliser Copilot, parce que c'est quand même... il faut quand même que tu arrives à structurer ta pensée et le code que tu vas faire. Il va pas te coder toute ton appli pour toi, hein. Il va t'aider dans les... si tu as un petit algo basique à faire, oui, il va t'aider, il va te le coder, mais ça n'empêche pas d'avoir des bases solides en développement. Et justement,
que ce soit ChatGPT ou GitHub Copilot, ça permettra peut-être de monter plus vite en compétences. Mais comme avec l'arrivée d'Internet, ça a été plus facile de se former, alors qu'avant, où c'était que des livres. Et ça ne remplace pas... s'il y en a dans la salle qui passent des entretiens de temps en temps, je vous conseille de ne pas trop utiliser les outils d'IA. Moi, je fais passer beaucoup d'entretiens, j'ai des tests techniques, et honnêtement, on arrive à repérer au premier coup d'œil quand ça a été généré par une IA. Alors parfois, peut-être que ça a été fait intelligemment, ça passe entre les mailles si la personne retravaille le contenu, mais un humain ne ferait pas ça, ça ne remplace pas aujourd'hui. Il y a quand même une mentalité, un mindset à avoir. L'IA, elle part des fois dans des trucs qui marchent, mais c'est pas comme ça qu'un humain fait. Je trouve cette question assez intéressante de savoir finalement si quelqu'un qui utilise une IA pour rendre un devoir meilleur, est-ce que c'est vraiment tricher finalement, le travail d'un développeur, c'est d'avoir accès à Internet, d'avoir accès aux IA. Donc finalement, quelqu'un qui rend quelque chose, même si ça se voit que c'est fait par une IA, mais qui est mieux qu'un autre qui l'aurait fait sans, lequel est le meilleur au bout du compte? C'est un peu comme les écoles qui interdisent les IA pour produire des devoirs. Alors certes, c'est un peu biaisé, mais la vraie intelligence est une vraie bonne copie. C'est une personne qui aura réussi à prendre le contenu et à l'adapter pour améliorer le travail de l'IA. Donc sur le recrutement, moi je trouve que ça peut être intéressant même de voir si les personnes savent travailler avec ces outils et comment elles se les approprient. C'est sûr que si c'est quelque chose recraché de l'IA, bon, ça a peu de valeur, mais si c'est pris de l'IA, adapté et rendu meilleur, pourquoi pas. Oui, je rejoins. C'est pour ça que je disais que ça a dû passer entre les mailles quand les gens leur travaillaient. C'est vraiment le côté bête et méchant de croire que... on a l'exemple, en ce moment, on voit partout sur Internet les textes avec... comment s'appelle le texte qui est à la fin de ChatGPT Oui, et c'est pareil, il faut être un minimum intelligent. Voilà. Moi, le premier, là, je sors un bouquin bientôt. Oui, je me suis aidé de ChatGPT, alors pas pour la rédaction, mais il est hyper pratique, il me permet de vérifier mes sources, etc. Et en 2023, ne pas utiliser des outils comme ça, c'est totalement idiot. Donc ça, je rejoins tout à fait. Là, on va continuer sur un peu l'utilisation de tout ça. Quel est votre avis sur la question, si j'ai vu sortir récemment pas mal de critiques vis-à-vis de l'Union européenne qui essaye justement de modérer l'IA, contrairement aux États-Unis ou par exemple la Chine qui, eux, n'arrêtent pas, qui font du développement actif d'IA. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il faudrait mieux être modéré ou continuer activement et on verra après? Alors pour moi, c'est certes, alors on n'est pas au niveau des États-Unis d'un point de vue liberté d'accès à la donnée, mais il y a pas mal d'initiatives européennes et françaises d'ailleurs qui permettent une sorte de libération de la donnée. Donc on a le Data Act au niveau européen qui est censé favoriser l'open data et le partage de données entre les entreprises privées publiques pour justement qu'on puisse avoir plus d'usages, plus de données accessibles. Il y a également de gros financements européens et français, donc il y a France 2030 notamment, qui sont des budgets dédiés à l'IA pour permettre à l'Europe et à la France de rattraper son retard dans l'IA. Donc certes, on n'est pas au niveau des États-Unis, ce qui est peut-être une bonne chose pour la protection de la donnée, ainsi de suite, mais ça va quand même dans le bon sens avec pas mal d'initiatives qui favorisent le partage de données. Après, il y a aussi l'AI Act qui rentre en scène et qui va imposer pas mal de régulations, notamment sur les systèmes critiques. Et au final, je pense que c'est une bonne chose de se dire que on ne peut pas faire n'importe quoi. Typiquement, je sais pas, sur une centrale nucléaire, en fait, avoir quand même un petit peu de contrôle sur ce qui est fait, sur ce qui est possible de faire, et se dire, on ne peut pas avoir la même approche probabilistique sur du pilotage de centrales nucléaires que celle qu'on a sur, je reprends mon exemple de recommandation de film. Et en fait, c'est vraiment sur ce point où je pense que c'est sain. Après, on reste dans l'Union européenne avec toute sa complexité et sa capacité à produire des textes de loi de plusieurs centaines de pages et qui parfois font peur. Enfin, moi, je suis le premier concerné. Je suis dans les systèmes. À un moment, j'étais système très sensible, etc. dans le projet de loi de l'AI Act. Parce que y a cette problématique aussi de biais cognitifs dans les analyses que nous on fabrique. Est-ce que le système qu'on produit va pas amener une problématique éthique? Ça a été le cas dans les années 2015. Palantir avait déployé sa solution auprès de la police de Chicago et ils avaient déterminé que les gens qui vivaient dans les quartiers les plus défavorisés étaient plus souvent criminels. Bon, ça pose ce type de problème. Donc du coup, c'est sur ces cas d'usage et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour ne pas aller dans de mauvaises directions, quoi.
Justement, tu m'as appris un peu de cours. Je vais demander quels sont un peu les enjeux éthiques du développement de l'IA globalement ou plus spécifiquement dans vos différents milieux. Du coup, le mien, il est principalement, nous, on offre une solution de prévention de fraude pour l'accès au crédit. Et dans les enjeux qui sont les miens, c'est de pouvoir de donner toute la traçabilité, la gouvernance sur la manière dont le modèle a été construit, quelles données ont été utilisées, comment le modèle se comporte, être capable de décrire un petit peu les caractéristiques des modèles qu'on fabrique, et de faire en sorte que justement on ne se retrouve pas dans ce biais où on va pénaliser des gens parce qu'ils ont... après il y a des données sur lesquelles nous on ne travaille pas, hein, mais parce que c'est des gens à faible revenu, on ne va pas leur donner de crédit. Donc c'est des sujets super touchy sur lesquels on travaille énormément pour justement faire en sorte que notre modèle ne dérive pas et ne pénalise pas de manière négative des gens qui ont besoin d'accéder au crédit. Oui, j'aurais tendance à dire l'IA, il y a quand même un fantasme derrière sur cette notion d'éthique, parce qu'aujourd'hui on n'est pas sur des IA qui font tout. Nous, on relie quand même beaucoup l'IA à la data. L'IA s'appuie quand même beaucoup sur des volumes de données conséquents. Et globalement, on a les mêmes problématiques au quotidien que celles du traitement de la donnée en elle-même, sur du traitement d'anonymisation, sur du traitement correct de la donnée pour pas qu'elle fuite, pour pas qu'on fasse n'importe quoi avec. On a des biais également, nous, dans nos outils de recommandation qu'on essaye d'éviter. C'est très facile, on parlait, nous, on est sur un réseau social d'étudiants. C'est extrêmement facile de recommander, de mettre des superstars, de recommander 500 fois la même personne pour tout le monde. Donc naturellement, j'ai tendance à dire, les biais, on les évite via de l'efficacité de notre outil aujourd'hui. Donc c'est pas forcément pour des problématiques d'éthique, c'est des problèmes qu'on rencontre. C'est comment faire en sorte que tout le monde ait un même niveau de qualification sur la plateforme. Comment faire en sorte que personne ne soit délaissé, mis de côté. Et alors pour moi, l'IA, ça peut même être une opportunité pour être plus éthique dans son travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenons le recrutement, c'est le sujet aujourd'hui. Dans le recrutement, l'humain est biaisé, on est un biais d'homophilie, c'est-à-dire qu'on aime les gens qui nous ressemblent. Un recruteur va voir quelqu'un en entretien, la personne lui ressemble, il va être plus propice à le prendre, c'est prouvé, c'est avéré, on est comme ça, on est humain. Là où une IA finalement pourra se baser sur des choses beaucoup plus froides, c'est-à-dire que si on lui met en entrée des informations qui sont celles qui devraient être considérées pour des recrutements, on va pouvoir demander à l'IA justement par exemple de nous filtrer les CV pertinents pour un poste, non pas parce que la personne nous ressemble et parle bien, mais parce que la personne a des vraies compétences et les vraies compétences dont on a besoin pour ce poste. Donc finalement une IA, elle n'est pas éthique si, alors les problématiques étaient évoquées là sur la police de Chicago par exemple, c'est une IA qui a été entraînée avec la provenance des personnes, donc forcément on lui donne un moyen de se biaiser. Dans un processus de recrutement, si on enlève tout ce qui va être le sexe de la personne, si on va enlever l'âge, sa nationalité, des choses comme ça, on va pouvoir une IA qui va se baser uniquement sur des variables et des degrés de liberté qui vont être ceux qui nous intéressent, et donc on débiaise totalement le processus de recrutement, ce qui peut être finalement une vraie opportunité pour être plus éthique. Tant qu'on parle du recrutement, quels sont les métiers et les fonctions qui gravitent autour de l'IA et du développement de l'IA ? C'était pas les métiers. Les métiers spécifiques dans les différents domaines. Alors je peux prendre l'exemple d'une ESN. Alors on essaie de segmenter les profils pour justement avoir des catégories de population bien définies et travailler le plus efficacement possible ensemble. Alors je vais essayer de faire simple. On a donc le data scientist qui est la personne responsable de toute la partie algorithmie. Donc on va dire que c'est un profil entre maths et informatique. On va avoir le data ingénieur qui est la personne qui va gérer les flux de données, donc toute la partie installation de services, gestion des flux, évaluation de la qualité de la donnée. On va avoir des profils autour de la data gouvernance, donc c'est un peu ce qu'on évoquait autour des problématiques légales. On va avoir des ML engineers, des MLOps engineers plutôt, des personnes qui gèrent le passage à l'échelle de l'IA. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui. L'IA, ça peut être inutilisable si jamais elle n'est pas construite correctement. Donc on a besoin de personnes expertes dans le passage à l'échelle de l'IA. D'ailleurs, c'est des profils qui sont émergents. Data architecte pour mettre en place les plateformes. Donc on a vraiment beaucoup de profils complémentaires. Et qui ne sont pas si silotés que ça, parce qu'on va demander aux gens d'être acculturés au moins aux problématiques de chacun pour travailler intelligemment ensemble. Je pense que tu as fait un bon panorama de peu près tous les métiers. Peut-être sur la partie MLOps, c'est une question, parce que nous, on a cette problématique-là, on doit suivre
la performance de nos modèles en production et le fait que ça ne se dégrade pas, qu'on n'ait pas de perte de performance ou de drift de modèle, et qu'au-delà de la performance, justement, qu'on ait un biais absolu dans la prédiction. Vous avez des gens qui font ce suivi de production chez Cap, ou c'est pas encore trop dans votre scope? Alors, on a deux profils différents. On va avoir on est installé par practice, donc on a par grande famille de métiers. Donc il y a une famille de métiers qui est la data, donc dans laquelle je suis. On n'a pas vocation à maintenir des applicatifs dans cette practice-là, donc on va installer les outils pour le faire, c'est-à-dire qu'on va mettre en place exactement ce que tu évoquais autour de la supervision de la qualité de la donnée, supervision de la qualité des modèles, réentraînement de modèles, automatisation du tout le processus. Donc on met ça en place pour les clients. Et ensuite, on va passer la main à d'autres équipes qui sont responsables de la maintenance des produits, mais qui ne sont pas au sein directement de nos équipes data. C'est un peu aussi, enfin, pour nous, c'est une grosse partie du sujet, c'est qu'il y a cette partie software engineering, et sur lequel, classiquement, on a tous l'habitude, effectivement, d'avoir du monitoring technique, les disques, du hardware jusqu'à, même s'il n'y a plus trop de hardware avec la virtualisation, mais des couches les plus basses jusqu'aux couches les plus hautes avec les indicateurs métiers. Et sur ce volet data science, en fait, moi, j'ai vu aussi énormément de projets data science, ou même des clients qui essayent parfois dans leur coin de faire des choses. C'est aussi un vrai parent pauvre, en fait, tout le suivi de la production, qui est un suivi très particulier, qui ne peut pas être opéré par la ligne métier, qui ne peut pas être opéré par les équipes d'exploitation logiciels standard, parce qu'il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. On touche à un sujet un peu plus compliqué. Donc nous, on a ce type de personnes. Alors, on a une plus petite structure que Cap. Donc, non, mais c'est intéressant parce que pas de personnes des personnes plus, qui ont un scope MLOps plus le suivi de la prod, quoi. Non, c'est intéressant parce que les projets IA, alors tous les projets informatiques, c'est jamais un one shot, hein, on ne met pas le produit en place et après c'est fini, souvent il y a de la maintenance à effectuer, mais c'est d'autant plus vrai pour l'IA parce qu'une IA subit des drifts, donc le drift de la donnée, c'est-à-dire que la donnée peut changer de typologie, de qualité, et le modèle également peut changer, avoir une qualité qui se dégrade pour plein de facteurs différents. Et donc finalement, plutôt que d'avoir un projet informatique très linéaire, on a quelque chose qui est plus un cycle de vie de l'IA. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé la solution, on va presque re-rentrer dans un nouveau cycle qui va être se reposer la question de ma donnée en entrée, comment je peux améliorer le modèle. Donc on a une sorte de boucle d'amélioration continue et de maintenance en continu également. Et quels sont les outils ou éventuellement frameworks que vous utilisez dans les différents projets que vous avez dans vos entreprises, si vous pouvez en parler, hein. Nous on s'adapte à ce que nos clients nous demandent. Donc la plupart du temps, aujourd'hui la tendance c'est de s'orienter vers les outils cloud, hein, qui permettent de rationaliser les coûts, gagner en efficacité, avoir des produits sur étagère qu'on déploie avec 3 clics. Donc les 3 grands clouders on va dire que aujourd'hui c'est la majorité de nos clients qui nous demandent ça. Après il y a quelques solutions plus petites qui sont très intéressantes, par exemple DataIQ, qui est un studio dédié à l'IA et qui peut être un vrai accélérateur à partir d'une plateforme. Donc on a plein de solutions, on se base sur plein de solutions existantes du marché. Nous, de notre côté, alors évidemment, on utilise aussi des cloud providers, pas les 3, avec 2, on a Microsoft et AWS dans notre stack. Et comme on n'est pas des généralistes, on est vraiment des hyper spécialistes, on est vraiment sur une verticale très particulière. On n'utilise pas les outils sur étagère parce qu'ils sont très bien pour des cas généralistes. Dans notre cas, après, très très précis, on a besoin de beaucoup de choses qu'on va chercher à optimiser pour aller plus vite dans le déploiement, avoir industrialisé un peu tout le suivi et normaliser un peu tout l'univers dans lequel on travaille. Donc les outils qu'on utilise, après on va être sur deux écosystèmes. Je dis ça de mémoire, ça fait longtemps que je n'ai pas trop regardé, mais c'est l'écosystème Java sur tout ce qui est API, etc. Du Python pour tout le monde de la data science, sans trop de surprise, et avec des outils comme Airflow pour tout le volet entraînement de modèles, et puis tous les composants en fait que l'équipe travaille sur notre problématique métier très, très particulière. Et nous, on a eu le chemin inverse. En fait, on a démarré d'abord par installer tout nous-mêmes. On a monté des projets. Alors on est parti principalement sur les technos Microsoft. Et on a, tu parlais de lenteur en production, on s'est heurté à des murs assez forts sur la performance. Donc on avait des IA qui marchaient, mais qui passaient pas l'échelle. On a à peu près 5,5 millions de comptes. Ça marchait pas. Clairement, il aurait fallu des années de traitement. Donc on s'oriente de plus en plus vers des solutions sur étagère, justement. Il y a Pinecone qui marche bien, des solutions managées. On est plus en train d'essayer des choses. Depuis peu, effectivement, OpenAI offre pas mal de services qui, nous, à notre niveau, en termes d'intégration de produits,
elles sont assez géniales. On n'a pas de développement à faire, donc on a plus tendance à raser l'existant et à partir sur des solutions managées. C'est à notre échelle beaucoup moins coûteux. Non, mais vous avez dit. Enfin, moi, c'est plutôt des solutions managées aussi. Là, justement, sur les derniers projets, on a eu pas mal d'intégration directement des API d'OpenAI. Et sinon, c'est sur du Azure, donc les outils de Microsoft. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés quand vous voulez développer une IA ou développer quelque chose qui utilise une IA? Moi, j'aurais tendance à dire, la première, c'est le fantasme. Le fantasme, qu'il suffit de prendre une IA et qu'on va avoir un super produit, qu'on va pouvoir l'entraîner. On va dire, ah oui, moi je voudrais qu'elle fasse ça, et on a un dataset avec 50 lignes, et on va pouvoir l'entraîner super bien. Je pense que la première difficulté, c'est ça au quotidien. Après, je pense qu'il y a différents niveaux d'IA, c'est-à-dire qu'on a des IA qui sont très matures, tout ce qui va être détection d'objets aujourd'hui, c'est plus un sujet, on sait qu'une IA le fait très très bien, et donc on n'a aucune incertitude, on s'est déjà optimisé, tout est déjà sur étagère, donc on n'a plus qu'à la déployer. Donc ça, c'est une branche de l'IA qui est aujourd'hui assez importante. On a beaucoup d'outils qui sont très performants et on n'a pas vraiment de questions à se poser. On peut le faire, on peut faire presque un produit sans itérer, c'est-à-dire on sait dès le début où on va. Après, on a des projets IA qui sont plus de l'ordre de la recherche, où on n'a pas de solution justement existante sur étagère, où on a besoin de concevoir une architecture de modèle, concevoir à l'entraînement. Donc là, on est sur quelque chose de très différent, et donc je pense qu'on a vraiment deux manières d'aborder l'IA, soit l'IA mature, soit l'IA qui est de l'ordre de la recherche. Et c'est pas du tout les mêmes sujets. C'est-à-dire que l'IA de l'ordre de la recherche, on a besoin vraiment de se poser les questions de passage à l'échelle, on l'a évoqué, hein, c'est une vraie problématique aujourd'hui de passer une IA à l'échelle. Mais également de trouver la bonne solution, la bonne architecture qui va nous donner les meilleures performances analytiques possibles. D'où des sujets qu'on a déjà évoqués, hein, mais en fait, travaillant dans le secteur bancaire, on est dans un environnement régulé, donc il y a plein de choses sur lesquelles on doit être plutôt excellent. Et après, dans les obstacles, c'est vraiment la compréhension aussi des données sur lesquelles on travaille. En fait, c'est toujours un problème, même si on a plusieurs clients qui fournissent du crédit. C'est un univers qui est malgré tout pas normé, donc il n'y a pas de message comme dans le monde télécom. Le monde télécom, pour le coup, il a au moins cet avantage-là, d'être ultra normé. Il est très rigide, mais ultra normé. Donc là, on a besoin d'avoir cette compréhension relativement fine de ce que des sujets sur lesquels nos clients travaillent, ce qu'ils sont capables d'amener comme données. Et on a encore, et je pense que tu le vois aussi sur les projets que vous faites chez Cap, hein, des sujets de qualité de données à traiter et des volumétries, en tout cas dans mon cas d'usage, qui sont plutôt colossales, hein, qui nécessitent beaucoup de techniques de la part des équipes pour faire des samplings, pour avoir des modèles qui sont robustes et le faire correctement, quoi. Est-ce qu'il y a des difficultés aussi dans les recrutements du coup, des profils qui correspondent à vos différents besoins ou des compétences spéciales dont tu aurais besoin? Alors, nous, on a sur les profils qu'on cherche, on n'a pas tant que ça de difficulté à trouver des profils. On a un sujet qui est plutôt intéressant, intelligence artificielle. Le sujet est attractif. L'objet de la société, qui est la lutte contre la criminalité financière, aujourd'hui c'est suffisamment attractif aussi. On n'est pas en train de faire de la recommandation de vidéos de chat sur Internet, donc il y a quand même un sens profond à ce qu'on fait. Le matin on se lève pour éviter de faire en sorte que la criminalité se développe dans le monde. Moi, mon sujet, il est plus sur des problématiques de recrutement de gens pre-sales qui vont être suffisamment techniques pour bien comprendre ce qu'ils sont en train de vendre à nos clients et être suffisamment pédagogue et avoir vraiment une connaissance profonde aussi pour être capable d'être devant des équipes data scientists dont disposent nos clients lorsqu'ils nous challengent, quoi. On a un peu la même problématique, c'est-à-dire que la compétence technique, c'est assez simple à trouver finalement, et la double casquette technique est un peu fonctionnelle avec la compréhension fine d'enjeux métiers et pouvoir tenir un discours un peu de vulgarisation de l'IA, c'est beaucoup plus dur. Donc on a exactement le même problème au recrutement. Quelles sont, selon vous, les limites actuelles de l'IA, du coup, du développement et de l'utilisation des outils d'IA, et comment on pourrait y remédier dans le futur C'est une question piège, ça.
Non, les limites, en fait, c'est toujours, ça vient souvent de la compréhension du problème qu'on est en train d'adresser et du degré de précision. Moi, j'aimerais ne pas faire de sampling et avoir un modèle dont je suis sûr et 100% sûr. Sauf que j'ai pas aujourd'hui la capacité de faire des trainings sur des datasets qui sont gigantesques. Donc, en fait, on utilise d'autres approches qui me donnent parfois, et comme je suis un peu loin des aspects technologiques, moi, qui me donne parfois l'impression qu'on n'est pas suffisamment rigoureux ou parfois trop rigoureux sur certains aspects. Donc c'est plus la définition ou la bonne compréhension de ce qu'on cherche à accomplir qui est difficile au quotidien. Pour moi, il y a deux limites. La première, c'est la limite environnementale. Aujourd'hui, on se rend compte que l'IA, ça coûte cher en électricité, ça consomme énormément. Donc on est plus on essaie de rationaliser les modèles, d'avoir des architectures plus petites qui donnent les mêmes résultats. Donc on a une grosse limitation à ce niveau-là, qui est de plus en plus importante. Et la seconde limitation, alors si on prend l'exemple de l'IA générative aujourd'hui, elle a consommé presque toute la base de connaissances de l'humanité qui est Internet. Donc c'est la plus grosse base de connaissances et on ne pourra pas aller plus loin, on n'a pas plus de documents à disposition, si ce n'est les documents d'entreprise qui sont privés, mais qui, voilà, c'est négligeable par rapport à Internet. Donc finalement aujourd'hui, une IA conversationnelle comme ChatGPT pourrait être uniquement améliorée avec le contenu qu'on va mettre en entrée, en filtrant la pertinence des contenus et également en enrichissant avec l'ADN des entreprises si les entreprises veulent se l'approprier. Mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans la base de connaissances puisqu'on a déjà tout consommé. Donc, Une petite dernière question. Comment vous voyez l'IA dans les prochaines années de votre côté c'est bien professionnel, mais aussi dans l'utilisation quotidienne. Est-ce que ça va vraiment beaucoup se développer ou pas ? Ouais, je pense qu'on va en avoir de plus en plus, mais sans forcément savoir que c'est de l'IA derrière. Enfin, encore une fois, on va avoir de plus en plus d'outils qui utilisent de l'IA et qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte, ça va être de plus en plus présent dans notre quotidien. Mais ça l'est déjà un petit peu. Enfin, ça l'est déjà pas mal même. Je pense exactement pareil, je pense que ça va exploser. Je pense qu'on est qu'au début de quelque chose, même avec l'IA conversationnelle, qu'est ChatGPT, la génération d'images, la génération de vidéos, ainsi de suite. Donc il y a de gros enjeux, par exemple, sur tout ce qui est deepfake. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de mal à contrôler le contenu. On voit que les articles que peuvent rédiger les IA sont étonnamment réalistes. Il peut nous faire croire à peu près n'importe quoi, surtout quand on n'est pas expert du domaine. Donc il y a de gros enjeux, mais c'est sûr que ça va transformer l'ensemble de la société à tous les niveaux. Donc on a de belles choses à faire devant nous. La grande question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on commencera à parler avec notre grille-pain le matin ou notre paquet de céréales parce que effectivement, quand ça coûtera plus très cher, on aura sans doute partout des IA. Le petit nounours pour les enfants, etc. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. L'IA, en fait, elle est déjà présente partout. Ça fait longtemps. C'est juste que à chaque vague, un petit peu il y a plus d'engouement, etc. Donc là, ChatGPT refait surgir l'IA. On était passé de la blockchain à c'est la fin du monde. Il n'y a plus de blockchain, on fait de l'IA. Donc il y a ces cycles de modes technologiques qui reviennent régulièrement. Mais par contre, ce qui est, moi, je vois une perspective inquiétante par rapport à mon domaine d'activité. C'est que la démocratisation des outils d'IA, et tu l'évoquais avec les deepfakes, en fait, c'est une plaie, et c'est une plaie dans le monde de la criminalité financière, notamment, parce qu'aujourd'hui, avoir des faux, c'est devenu juste super accessible. C'était très compliqué avant, enfin, quand je dis très compliqué, il faut savoir comment le faire, ou comment se procurer des faux, mais aujourd'hui, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde d'écrire correctement en plus et de donner suffisamment d'insights sur une manière de communiquer par mail, sur même de la génération vocale pour faire des arnaques type faux président, etc. Donc il y a aussi ce côté, je ne vais pas obscurcir le tableau sur la fin du talk, mais il y a quand même tout ce côté menace qui est à prendre en compte. Et donc du coup, pour moi, j'ai des belles perspectives parce qu'on adresse ces problématiques-là d'une manière un petit peu différente, quoi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. On va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui. Moi, je voulais savoir, c'est que l'évolution du hardware peut influencer l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, elle a besoin moins des processeurs, mais plus des cartes graphiques pour les réseaux neuronaux, enfin pour l'IA qui utilise les réseaux neuronaux. Donc,
est-ce que l'évolution du hardware va impliquer une évolution de l'IA? Ça existe déjà. Je crois que j'ai regardé ce matin, Nvidia a pris 20%. Donc ils sont passés de $300 à 380 $, quelque chose comme ça. Un petit peu plus d'1%. Et en fait, les opérations sont déjà changées et des acteurs comme Nvidia en fait, ont déjà pris une direction très très forte. Ils ont fait une succession d'acquisitions en plus pour leur permettre de faire ça, parce que les cartes graphiques ont elles-mêmes leurs limites. C'est-à-dire à un moment, il va falloir distribuer le calcul où ils le distribuent. En fait, c'est déjà distribué sur plusieurs machines. Donc, ils ont déjà investi dans des technologies d'InfiniBand sur du network couche très basse pour avoir des réseaux gigabits ultra performants pour faire des clusters de calcul très spécialisés. Donc, il y a encore des évolutions et il y a un acteur aujourd'hui qui a vraiment déjà pris le virage, quoi. Et il y a l'informatique quantique aussi qui arrive, qui fait son petit bonhomme de chemin, mais à mon sens, ce sera la prochaine grosse évolution hardware pour l'IA. Donc ce sera vraiment de nouvelles possibilités qui permettra d'entraîner des IA beaucoup plus rapidement, à moindre coût, on espère. Avec moins de ressources énergétiques. Bonsoir, merci pour votre intervention. Alors ma question elle a deux volets. Premièrement, en ce qui concerne la protection des données et l'utilisation des IA. Vous mentionnez que vous intégrez régulièrement des API, par exemple d'OpenAI, sachant que leurs data centers ne sont pas principalement en France. Pour les entreprises, est-ce que ça pose un problème et comment est-ce que vous protégez? Et le deuxième volet, c'est comment intégrer les informations internes des entreprises, comment utiliser les IA développées ou alors entraînées par d'autres entreprises américaines pour intégrer avec des données internes des entreprises. C'est justement tout l'enjeu que j'évoquais sur la partie data. Donc nous, quand on utilise des API externes comme ça, on a tout un enjeu de filtrage, d'anonymisation des données, de faire en sorte que les données soient toujours pertinentes, mais qu'elles aient plus de valeur en termes qu'on puisse plus reconnaître qui que ce soit. Donc c'est vrai que c'est un enjeu qui n'est pas évident et c'est sans doute le plus difficile aujourd'hui avec nos data, de faire en sorte d'avoir un vecteur correct de données, mais sans données personnelles. Donc ça c'est un travail au quotidien en fait, c'est tout simplement classer la donnée, la ranger et l'anonymiser. Non, alors au niveau justement de la protection des données qui sont hébergées sur des serveurs donc américains, le OVH, Azure, OVH, le seul qui n'est pas américain, Azure, AWS et GCP. Alors, on se rend compte aujourd'hui que la plupart des personnes, enfin des entreprises les mêmes les plus réfractaires, en fait, prennent le virage du cloud. Je pense au secteur bancaire qui pendant longtemps voulait absolument pas entendre parler du cloud. Aujourd'hui, ils commencent à faire le virage parce qu'ils se rendent compte que c'est plus possible de maintenir une infrastructure pertinente en data sans outils cloud, c'est trop cher et c'est beaucoup trop long. Donc même eux commencent à prendre le virage du cloud. On bénéficie par exemple pour l'IA générative de toute la protection du cloud, donc on a une sorte de garantie côté cloudeur que nos données ne sont pas utilisées, pas sorties, et ainsi de suite. A priori aujourd'hui il n'y a pas eu vraiment de problème de grosse suite sur ces solutions cloud. Donc c'est un faux problème, sauf pour des industries vraiment de défense ou de choses comme ça, où évidemment il y a de gros enjeux de protection et on a des infrastructures différentes. Mais non, sur la partie hébergement, purement hébergement, pour moi il n'y a pas trop de soucis aujourd'hui. Après, ça dépend de la position, en fait, si on est consommateur d'un service d'IA type ChatGPT, ce que tu évoquais, ou si dans le cas où on est fournisseur de ce service-là, nous on garantit un certain nombre de propriétés à nos clients, avec effectivement, on utilise Microsoft parce que c'est un cloud suffisamment solide pour nos cas d'usage, mais en garantissant effectivement qu'on est aussi sur des zones géographiques qui nous rassure un peu en étant en Europe ou dans les pays dans lesquels on opère. En revanche, c'est un vrai sujet aujourd'hui, notamment sur ChatGPT, où plein de gens ont fait plein de tests avec des données plus ou moins sensibles, mais ça dépasse le cadre de l'IA en fait. C'est la sensibilisation des personnes de l'industrie aux données qu'elles mettent à disposition sur Internet. Quand quelqu'un décrit sa vie sur Facebook, indépendant de l'IA, quand quelqu'un décrit sa vie sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram,
les gens ne sont pas conscients en fait de la quantité d'informations qu'ils divulguent sur leurs habitudes, leur consommation, où ils vivent, ce qu'ils font, etc. Et c'est pas le problème est pas tant l'IA, mais est-ce qu'on est conscient de à qui on confie nos données, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous souhaitez une table ronde sur la cybersécurité et tout ce qui gère les datas. On en a une sur YouTube qui date du précédent Station F. Bonsoir. Vous avez plusieurs fois mentionné ChatGPT qui a profondément révolutionné déjà le monde du travail et puis le monde de la tech, plus vite peut-être qu'on aurait pu l'imaginer. J'ai une question là-dessus. Je ne sais plus très bien comment s'appelle ce texte, mais il me semble que Elon Musk et Steve Wozniak, par exemple, ont co-signé un peu comme une pétition pour freiner l'avancée de l'IA parce qu'eux-mêmes, ça leur fait peur. Elon Musk le dit, il a peur de l'IA, il a peur de ce que ça va faire et de ce que les gens, comment les gens vont y réagir. Qu'est-ce que vous pensez du fait que donc parmi les plus grands entrepreneurs au monde aient eux-mêmes peur de l'IA et de ChatGPT et demandent à mettre ça en pause? Alors Elon Musk, la même semaine où il a signé ce papier, il a sorti sa propre IA parce qu'il trouvait que OpenAI était trop molle. Donc ses réponses n'étaient pas assez engagées. Donc bon, c'est assez relatif son implication là-dedans. Et après, alors je pense que quand on comprend profondément la manière dont fonctionnent ces IA, il n'y a pas à avoir plus peur que ça. La technique sous-jacente est vraiment pas inquiétante, hein. Ça marche très bien, c'est bluffant, mais la technique est maîtrisée. Il n'y a pas de risque de débordement, il ne va pas prendre le contrôle du monde ni quoi que ce soit. On est sur des choses très très mathématiques et raisonnées, donc il n'y a pas de souci particulier. Oui, je pense qu'il y avait pas mal de buzz autour de ça. Il ne faut pas oublier comme les enjeux financiers qu'il y a derrière. Il y a, à mon sens, une vraie question sur la partie, on l'évoquait, sur la partie emploi. Il ne faudrait pas ça dégénère un petit peu. Là, en l'état actuel, je ne pense pas que d'un coup, on ait 60 millions, ou je ne sais pas combien, ou peut-être 1 milliard de personnes au chômage ou non employées sur Terre parce qu'il y a ChatGPT qui est sorti. Je ne pense pas qu'il faille aller dans ce fantasme-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des évolutions. Il faut essayer de rebondir. On parlait de data, il y a toute la partie gouvernance de données qui est quand même importante. Il faut peut-être réguler un petit peu, mais il ne faut pas non plus partir dans le fantasme, je pense, sur les IA aujourd'hui. Bonsoir. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant des deepfakes. Les IA sont capables de créer des deepfakes encore plus vraisemblables. Et je me demande si l'industrie ce serait pas plus judicieux pour l'industrie de se développer vers des outils qui puissent détecter ces fraudes. Et plus le temps avance, donc plus ces IA qui créent des deepfakes et des fraudes vont augmenter exponentiellement. Donc est-ce que dans le futur, on pourra vraiment développer des IA qui pourraient détecter que ce sont des fraudes et que ce sont des deepfakes, etc. Il y en a déjà beaucoup qui sortent, là par exemple sur ChatGPT, il y a beaucoup de boîtes qui sont créées pour détecter les deepfakes. Après, le vrai sujet, ça va être les gens qui vont utiliser ces choses-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu pour les élections le nombre de fakes qui circulent alors que c'est fait et écrit par des humains et ça prend du temps. Mettons les prochaines élections, si on a des outils comme ça qui permettent d'inonder la toile de contenu, ça va être juste ça va ravager tout parce que les gens pourront pas, la plupart des gens ne seront pas outillés pour contrôler les sources. Et le contrôle des sources aujourd'hui c'est déjà un sujet et ça le sera encore plus dans le futur. Et ce sera presque impossible de contrôler correctement ces sources. C'est un peu la problématique du gendarme et du voleur, hein. De toute façon, il y a une techno qui sort. Il y a quelques années, notamment sur la vérification d'identité, les solutions type OnFido, etc., qui font celles que vous utilisez quand vous étiez, je sais pas, Revolut, là, pour l'onboarding client, où vous filmez, il y a la preuve de mouvement, etc. C'était compliqué d'avoir une carte. Maintenant, les algorithmes de génération ayant été rendus publics, des gens les utilisent. Enfin, si vous fouillez un peu sur le web, hein, c'est pas très compliqué de trouver des kits tout prêts avec des instructions comment on fait tous ces trucs-là. Et c'est juste que régulièrement, on construit des nouvelles stratégies de défense. Les criminels ou les cybercriminels vont trouver des nouvelles solutions de contournement et c'est un petit peu cette mécanique-là qui va se poursuivre. Et il n'y a jamais... du coup, peut-être il faut regarder la conférence sur la cybersécurité, mais il n'y a jamais de défense absolue en fait, hein. Il n'y a que des mesures pour ralentir quelque chose, quoi. Ouais. Et il y a des IA comme par exemple Google qui a présenté Bard qui justement dans la génération, donc quand il va générer des images, il va mettre des métadonnées et un watermark pour justement prévenir que ça a été généré par une IA. Mais c'est pas le cas de tout le reste, du coup ça n'empêche pas de faire des fakes avec d'autres IA, quoi.
Mais c'est une vraie question. D'autres questions? Vous évoquez justement Google sur leurs IA. Qu'est-ce que vous pensez de l'ex-employé du coup de Google qui évoquait le fait que l'IA sur laquelle il travaillait pouvait évoquer une sorte de conscience potentielle? Ouais, en fait, tout ça, c'était arrivé avant la démocratisation de ChatGPT. Et donc, ça semblait un petit peu... pas forcément... ça semblait très loin de nous. Et maintenant, quand on parle avec ChatGPT, c'est facile de comprendre que, effectivement, en ne sachant pas la technique qu'il y a derrière et tout ça, oui, ChatGPT, on peut avoir l'impression qu'il est conscient, mais en fait, il n'en est rien. Et donc, l'IA avec laquelle il parlait, en fait, c'est la même chose que pour ChatGPT. Ok, il peut faire semblant d'être conscient, mais c'est pas du tout le cas derrière. J'aurais tendance à dire, peut-être comme moi, quand je parle de ChatGPT, j'ai tendance à lui dire merci. Mais ça sert à rien, c'est juste un réflexe. En fait, oui, j'ai été élevé pour que j'ai l'impression, des fois je l'appelle, je lui donne il, elle, je sais pas comment le qualifier. Mais finalement, c'est un outil qui est fait, c'est une IA générative de contenu, donc elle est faite pour être convaincante. C'est vraiment... Après, peut-être qu'il a travaillé sur des projets top secrets que je ne connais pas, voilà. Mais les IA génératives donnent cette perception. Effectivement, on se projette également énormément dans le contenu. C'est très facile, à mon avis, on a un biais humain de se projeter sur ça, en croyant à une sorte d'intelligence fantasmée qui est capable de réfléchir, alors que finalement, elle écrit juste le mot qui correspond à nos attentes. Bonsoir à tous, merci pour votre présentation. J'ai une question concernant les précautions. Vous parliez tout à l'heure des différents biais qui pouvaient être insérés dans vos solutions. Quelles actions concrètes on pourrait mettre justement dans le développement des solutions pour éviter ou pour prévenir de justement la création de biais? Alors déjà, pour savoir comment on peut éviter les biais, il faut comprendre comment ça a été entraîné. Donc je vais essayer de simplifier le schéma, hein. On a deux blocs où l'humain intervient. Il y a un premier bloc, c'est apprendre à l'IA à produire du contenu qui a l'air cohérent dans une langue correcte. Donc ça, à la limite, les biais, il n'y en aura pas trop. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a sur Internet, on va entraîner l'IA à reproduire la même chose. On va dire que la globalité sur Internet, c'est correctement rédigé, donc l'IA apprend à parler correctement. Ça, il y a peu de biais à éviter, si ce n'est orienter l'IA pour qu'elle ait un style qui nous plaît plus. Ça, c'est le premier niveau, donc c'est le premier niveau d'IA. Le second niveau d'IA, c'est comment on crée quelque chose qui est pertinent par rapport à une question qui a été posée. Le ChatGPT, ça a été entraîné en posant des questions, en demandant à l'IA de générer du contenu, et des humains ont classé ces contenus générés par ordre de pertinence par rapport à la question posée. Et donc là, il y a un biais qui est monstrueux, c'est-à-dire que c'est un homme qui va dire voilà, ta réponse est mieux là que là, que là, que là. Et donc, c'est pas trop grave pour des choses qui vont être vraies, purement vraies, par exemple tout ce qui va être historique, hein, y a une bonne réponse, il n'y en a pas deux. Par contre, sur des sujets beaucoup plus ambigus, donc la politique, les choses comme ça, quelqu'un qui va dire la droite c'est plus pertinent que la gauche, que le centre, que le machin, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'on peut entraîner une IA à avoir un parti politique, on peut entraîner une IA à avoir un avis sur des questions religieuses. Et donc là, il y a un vrai biais à éviter. Et pour l'éviter, la seule solution, c'est de réentraîner l'IA correctement en entrée ou, a posteriori, filtrer le contenu qu'elle a en sortie. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fait par OpenAI. Hein. On ne peut pas produire de contenu sur plein de sujets parce que l'IA va dire je suis une IA ou je sais pas quoi. Bref, je réponds pas parce qu'on m'a dit de pas répondre. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est édulcoré entre guillemets sur plein de sujets parce que c'est volontaire et ils veulent pas que leur IA parte dans tous les sens, comme ça a pu être le cas avec d'autres IA au préalable qui devenaient racistes, qui devenaient plein de choses comme ça. Donc du coup, si je comprends bien, l'idée c'est de soit redévelopper la solution pour pas qu'elle soit biaisée, ou de traiter le résultat, mais finalement pas forcément impacter la génération du résultat par l'IA en elle-même. C'est-à-dire que le biais, une fois que le modèle est entraîné, on peut plus, c'est fini. C'est-à-dire qu'il est entraîné à le faire et elle va le reproduire. Donc soit on agit à la source, okay. On change la manière dont elle a été entraînée. Il sera toujours biaisé, hein, c'est toujours un homme qui a jugé le contenu, hein, donc même si on le réentraîne, il y aura un biais. Première solution. Deuxième solution, en sortie, on lui induit un comportement.
Est-ce qu'il y a des solutions que vous connaissez qui pourraient justement faire l'un ou l'autre des traitements? Des solutions techniques oui, des solutions techniques, justement. Alors, en post-traitement, oui, c'est-à-dire c'est du développement. Là, pour le coup, on descend sur du développement très classique. Hein. Je parle de solutions sur étagère, enfin, des exemples d'entreprises qui vont traiter les biais. Non, en fait, ça dépend du contexte sur lequel on travaille. Donc, du coup, il y a sur quelles données on est en train de travailler. Et donc, typiquement, si on prend les données ethniques, religieuses, etc., clairement, on sait qu'on introduit du biais direct dans ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut être conscient de la nature des données qu'on va utiliser. Et après, c'est dans la manière de considérer le système qu'on a construit et dans la manière dont on va l'utiliser. Si on considère que c'est une vérité absolue qu'on doit juste recevoir comme ça, dans ce cas-là, effectivement, c'est un problème. Maintenant, si on considère que le produit qui a été conçu est un assistant et fait une suggestion qui doit être validée par l'humain, et nous, c'est ce qu'on fait, et il n'y a pas de décision automatique qui est prise. C'est l'humain qui garde le contrôle et qui va avoir son jugement. Et pour ça, on va lui amener des facteurs d'explication pour lui donner des indications de comment on est arrivé à cette conclusion-là. Et c'est à l'humain de mener un certain nombre de diligences pour aller vérifier que la recommandation qui est faite, peu importe, c'est une recommandation sur de la fraude, pas pour des films, mais est-ce qu'elle est pertinente. Mais c'est vraiment dans l'usage aussi qu'on va trouver un moyen de faire attention à ce biais. La problématique, elle est plus complexe sur du pilotage automatique de voiture. Mon IA va avoir deux options, tuer le piéton de droite ou tuer le piéton de gauche, quoi. Et là, du coup, c'est un problème qui est juste pas gérable, quoi. Et je rebondirais en disant que, à mon avis, il y a plusieurs manières d'appréhender les IA. Nous, le choix qu'on a fait, c'est que les IA sont un vecteur d'information. En fait, globalement, dans notre produit, on a l'IA qui fournit des données et elles sont post-traitées. Applicativement, on met des filtres, du scoring, etc. Sinon, on aurait des biais. Alors nous, sur la pertinence des contenus, ce serait très très vite n'importe quoi. Merci beaucoup. Bonjour. Vous disiez précédemment qu'aujourd'hui, en termes de profil technique, il y a suffisamment de personnes compétentes pour développer ces IA. Et vous spécifiez qu'aujourd'hui, les profils qui sont recherchés, c'est les personnes qui comprennent ce que ça fait, mais qui sont capables aussi d'expliquer aux clients. En termes de compétences techniques et soft skills, aujourd'hui, quelles sont les compétences requises pour une personne qui veut travailler dans ce domaine-là? Ça dépend quand même pas mal du métier. Il n'y a pas plein de métiers différents sur la data. Il y a ne serait-ce que la gestion de projet, du product, des data analystes. Je pense qu'il y a quand même une spécialisation à avoir sur l'appétence, soit des gens qui sont très mathématiques, des gens qui sont plus orientés système. Il y a quand même beaucoup de spécialisation aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y ait de réponse globale. Et après, il y a aussi différents métiers, c'est-à-dire qu'un data scientist, entre la personne qui a développé justement les solutions type OpenAI et une personne qui va les intégrer, c'est pas le même métier du tout. C'est-à-dire que l'un, c'est vraiment de la construction fondamentale d'algorithmes data science. On est vraiment sur des concepts mathématiques de très basse couche, donc extrêmement complexes d'un point de vue mathématique. Quelqu'un, par exemple, alors je prends l'exemple de Capgemini parce que c'est là où je travaille, mais les data scientists n'ont pas vocation à redévelopper une solution type OpenAI. Elles ne sauront pas forcément le faire et c'est pas leur métier. Notre métier, c'est de comprendre ces solutions, savoir les utiliser et les intégrer pour un usage donné. Et c'est là qu'on a besoin de pouvoir parler métier, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre un concept technique et le transposer sur un usage business. Là où finalement OpenAI a sorti une solution, ils ne sont pas tant sur le business que ça, ils sont sur une solution vraiment purement technique. Le business qui est derrière, c'est aux entreprises de le trouver. Merci à tous du coup. On va devoir terminer là, on a dépassé l'heure. Vous pourrez leur poser la question après, parce que là on doit vraiment couper, surtout que ça ferme dans 20 minutes les locaux. Du coup, merci à tous d'être venus, d'avoir écouté la table ronde et à nos intervenants d'être venus.